donc on est dans le chapitre 2, ou le chapitre 1, c'était le rappel, sur l'oscillateur harmonique. On avait rappelé la situation classique, c'est-à-dire en écrivant dans l'espace des phases. Je le remets là vite fait parce qu'on va voir ce qui se passe dans l'espace des phases en physique quantique. Ça va être intéressant pour essayer de rapprocher l'oscillateur quantique de l'oscillateur classique, étant entendu qu'on va voir que les propriétés de l'oscillateur quantique sont très inattendues par rapport à ce qu'on connaît pour l'oscillateur classique. Donc on avait, je vous rappelle le Hamiltonien, P2 sur 2m plus 1,5 de m oméga 2 x2, et en fait, donc en physique quantique, donc là, en remplaçant les variables par les opérateurs associés, c'est une façon de construire le Hamiltonien. Donc ça correspond évidemment à la situation classique de l'oscillateur harmonique. Voilà. Donc on a une fréquence propre qui caractérise l'oscillateur harmonique. Donc si c'est un ressort, oméga c'est racine de k sur m, et là donc on a un demi de kx2. Et puis on a une masse, et donc ça c'est, tous les oscillateurs quantiques sont le même dès lors qu'ils ont la même fréquence propre et la même masse ici. Donc pareil évidemment en physique quantique. Donc ce qu'on avait vu, c'est que si on représente la trajectoire dans l'espace des phases d'un oscillateur classique, donc en écrivant la force égale m fois l'accélération, on résout l'équation, ça fait des cosinus, sinus, et P équivaut m fois dx sur dt. Bref, ça fait, si on regarde les trajectoires dans l'espace des phases, ça fait des ellipses, enfin, suivant l'énergie qu'il y a dans le système, qui tournent comme ça. Hein, quand P est positif, x augmente, quand P est négatif, x diminue. Bref, on a des trajectoires dans l'espace des phases qui sont comme ça. Plus il y a d'énergie, plus ça va loin en x. Enfin, voilà, l'oscillation sur x, elle fait comme ça, suivant un cosinus. Et puis en P, elle fait comme ça, suivant un sinus. Alors, je mets des ellipses ici, parce que de toute façon, ce n'est pas les mêmes unités ici. Donc, ça n'a pas de sens de dire que la taille ici est la même que là. Ce n'est pas la même unité, ça dépend de l'unité. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait renormalisé pour avoir des grandeurs adimensionnées. On avait fait donc un x tilde et un p tilde, tout simplement défini comme p sur p0 et x sur x0. Et en choisissant bien la relation entre p0 et x0, on peut se débrouiller que justement, une fois que c'est anormalisé, l'extension maximale sur x et l'extension maximale sur p soient la même. Du coup, cette ellipse devient un cercle. Voilà. Et alors, il peut y avoir des cercles de plus ou moins grande amplitude. Et ce qu'on avait même fait, c'est que si on utilise une normalisation ici qui dépend de l'énergie de telle sorte que l'énergie qui est constante évidemment dans le système, de telle sorte que l'énergie soit P0 carré sur 2m plus 1,5 de m oméga 2 x0, alors, et que ce soit équitablement réparti, c'est-à-dire que en fait ça ce soit autant que ça, donc chacun vaut la moitié de E0, c'était une normalisation qu'on veut, mais du coup, si on renormalise par E0, en fait il n'y a plus qu'une seule trajectoire. Si le P0 est juste un nombre qui ne dépend pas de l'énergie, juste arbitraire, et non plus l'énergie est grande, c'est pareil, plus on va avoir des cercles grands, mais si on redivise par l'énergie, on peut se débrouiller pour qu'en fait, toutes les trajectoires sont une seule et même trajectoire, une fois que c'est proprement normalisé. Il y avait ici un rayon racine de 2, parce qu'on avait choisi de répartir un demi de chaque côté. Et donc, on a cette trajectoire dans l'espace des phases qui est maintenant un cercle, et ça a un sens de dire que c'est un cercle, puisque c'est des grandeurs sans dimension, donc on peut dire que c'est la même extension sur P, la même extension sur x0. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, vous rappelez pour la situation classique. Et on peut, je ne crois pas qu'on l'avait fait, mais on peut le faire, et on verra l'analogie, ça nous aidera à comprendre ce qui se passe en physique quantique. On peut représenter la position du système dans l'espace des phases par
donc sa position ici, on peut la représenter par le nombre complexe associé à ça, si vous voulez. Je peux écrire un z ou un z tilde, ils sont tous normalisés, qui serait x tilde plus i p tilde, auquel cas c'est ce nombre-là, quoi. Et en fait, si je le divise par racine de 2, comme ça, je vais me retrouver sur le cercle unité. Hein, je vais me retrouver sur le cercle. Donc la trajectoire dans l'espace des phases en fait, de l'oscillateur classique, alors évidemment c'est un peu abstrait et compliqué pour décrire un truc, c'est un cosinus que tout le monde connaît, mais en même temps c'est bien de voir que dans l'espace des phases, n'importe quel oscillateur harmonique, juste ça fait un cercle comme ça, et donc si vous voulez z de t, eh bien c'est z de 0, de là où on part, enfin on peut pas, ça dépend des conditions initiales, mais de toute façon ça fait un cercle comme ça, et ce que vous voyez c'est que du coup ça fait e puissance moins i oméga t. C'est ça en fait l'évolution, hein, puisque ça tourne ici à la fréquence oméga. Ça fait un tour complet au bout de pi sur oméga, la période t de pi sur oméga. Hein. Donc finalement, la trajectoire, enfin l'évolution d'un oscillateur harmonique classique dans l'espace des phases, c'est un truc qui, si on le représente par cette variable complexe, c'est juste une façon, vu qu'il n'y a qu'une dimension en fait, ça se déplace à une dimension, il y a deux variables, il n'y a qu'une dimension, elles sont liées justement, classiquement l'une est la dérivée de l'autre, etc. En fait, il n'y a qu'une variable, et cette variable, voilà, je vois qu'elle se déplace bêtement comme ça, enfin bêtement, voilà. C'est ça l'oscillateur harmonique. Ok. Alors ensuite, on était passé, donc ça c'était peut-être bien un grand 1, vous me corrigez sinon, puis on était passé au cas évidemment quantique, où maintenant on a cette équation-là. Alors on avait fait la même chose, on avait adimensionné les p et les x, en écrivant pareil, x égale, enfin x tilde égale x sur x0 et p tilde égale p sur p0, et on avait écrit on avait x0 qui valait racine de h bar sur m oméga. Merci, racine de h bar sur m oméga, et p0 qui était racine de mh bar oméga. Voilà. Alors, c'est arbitraire. Alors, ce qui est moins, enfin, on avait fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire en répartissant à part égale sur les x et les p, mais on fait intervenir en plus ici un h bar qui paraît complètement arbitraire pour l'instant, mais qui était simplement pour anticiper le fait que notre normalisation par rapport à E0 ici, en fait, on avait introduit un E0 qui vaut h bar oméga arbitrairement, c'est juste que effectivement c'est ça qui sort à la fin, donc plutôt que de trimballer des trucs et après dire « Ah, mais en fait, si on mettait h bar oméga, ce serait joli ». Donc on le met dès le début, mais il n'y a rien là-dedans d'autre que de savoir ce qu'on va trouver à l'avance. Donc c'est juste pour gagner un peu d'élégance. Donc on a ces grandeurs-là, et donc on adimensionne les x et les p, il n'y a rien de particulier. Simplement maintenant que c'est adimensionné, on a pu introduire des opérateurs d'échelle extrêmement importants. Donc a croix égale x tilde, alors c'est le a croix avec le plus, c'est ça? Non? C'est l'inverse? Excusez-moi. Non, c'est le a qui est avec le plus, pardon. Voilà, a et a croix. Donc moins a croix, c'est évidemment simplement l'adjoint de a. Et donc ça, c'est des opérateurs auto-adjoints, il y a juste le i qui devient moins i. Ça paraît arbitraire, mais vous voyez qu'en fait, il y a de ça. Enfin, je veux dire, cette variable x plus ip sur racine de 2, tant qu'à faire, elle est un peu présente dans le système. Mais en tout cas, on introduit ça, et la vraie justification de pourquoi on l'introduit, c'est que quand on le fait, ça simplifie énormément de choses. Ces opérateurs sont extrêmement importants, et on avait vu qu'on pouvait, alors d'abord, compte tenu des relations de commutation entre x et p, il est immédiat de voir que ça se traduit en relation de commutation entre a et a croix,
qui vaut I, adimensionné, puisque A et A croix sont sans dimension, donc ça donne l'identité, point. Autrement dit, A croix égale 1 plus A croix A. Voilà, je vais mettre sur ce tableau un certain nombre de formules qu'on avait vues pour les réutiliser. Et donc, quand on fait ça, on voit que si on fait justement le produit A croix, on fait sortir des P2 et des X2 comme il le faut. Et on avait vu que finalement, H s'écrivait donc H bar oméga, c'était ça l'intérêt d'introduire ce H bar, fois donc A croix A plus l'identité sur 2. Il suffisait de faire le calcul, on l'a fait, ça a pris 2 minutes à tout casser. Et on avait ensuite simplement écrit cet opérateur. On avait constaté que cet opérateur était auto-adjoint. A et A croix ne sont pas auto-adjoints, rien à voir avec des grandeurs physiques. Mais A croix A est auto-adjoint, puisque si vous prenez son adjoint, bah, ça fait A croix, donc A, donc ça fait lui-même. Donc ça, c'est un opérateur auto-adjoint qu'on a appelé nombre d'excitation de l'oscillateur harmonique, avec ou sans aise, comme on veut. Peu importe. Voilà. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est qu'ensuite, on avait montré très facilement, grâce aux relations de commutation entre N et A, on avait vu que commutateur de N et avec A croix, ça faisait A croix. Commutateur de N avec A, ça faisait moins A. En faisant un tout petit peu d'algèbre, on ne va pas la refaire, on avait vu que, en fait, les valeurs propres, les valeurs propres de N étaient très exactement tous les entiers naturels. Tous les N dans N, y compris N égale 0. Donc, l'introduction de ces deux grandeurs-là permettait algébriquement, sans résoudre, je dirais, par l'analyse mathématique, l'équation différentielle associée à la recherche des états propres du Hamiltonien, permettait de trouver, en fait, le spectre, donc l'ensemble des valeurs propres, de l'opérateur N, et du coup, les valeurs propres de l'opérateur N sont les valeurs propres de l'opérateur H, puisque, évidemment, n'importe quel vecteur est vecteur propre. Pardon, j'ai dit valeurs propres, je vais dire vecteurs propres. On a trouvé les vecteurs propres et les valeurs propres associées de N, et ils sont tous vecteurs propres de H, puisque tout vecteur est vecteur propre de l'identité, évidemment. Donc, la résolution d'un problème quantique, c'est toujours allons chercher les états propres du Hamiltonien, parce que cela, on sait comment ils évoluent, comme une simple phase en fonction de leur énergie. Et une fois qu'on les a, n'importe quel état s'écrit comme combinaison linéaire de cela, l'évolution étant linéaire pour n'importe quel système physique. Si on a l'évolution des vecteurs de base, on a l'évolution de n'importe quel vecteur. Et le problème est résolu. Donc vraiment, c'était ça. Cherchons les vecteurs propres de H. Ben, en fait, compte tenu de ça, il suffit de chercher les vecteurs propres de N. Et ça avait été très simple. Oups. Et on avait donc trouvé... que... donc, on pouvait noter... Enfin, on avait trouvé les valeurs propres. Ah bah oui, enfin, c'est ce que je viens d'écrire de N. De N. C'est l'ensemble des N. En fait, c'est grand N. Et on se propose de noter, comme on le fait toujours, petit n, un vecteur propre de n associé à la valeur propre n. C'est-à-dire n égale n. N fois le vecteur qu'on note n. OK, alors, je crois qu'on en était là. On avait noté quand même, et c'est comme ça qu'on avait obtenu le résultat, on avait noté que si on applique A croix à un vecteur propre de valeur propre n, ça, c'est un vecteur propre de valeur propre n plus 1. Et si on applique 1
un vecteur propre de valeur propre n, on obtient un vecteur propre de n, hein, à chaque fois je ne réécris pas, de valeur propre n-1. C'est comme ça qu'on avait vu que les valeurs propres ne pouvaient être qu'entières, parce que dès qu'on en a une, on peut augmenter de 1 jusqu'à l'infini, et on peut diminuer de 1 jusqu'à l'infini, sauf qu'au passage, on avait vu que les valeurs propres de n sont nécessairement positives ou nulles, en vertu du fait que... Bon, bref, je ne le refais pas. En vertu du fait que A croix A... Ouais, je le refais. Si on appelle nul vecteur propre de valeur propre nulle, ça c'est n. Donc ça c'est nu, nu, nu. Et par ailleurs, c'est aussi la norme de A nu au carré. Et ça, c'est la norme de nu au carré. Donc, nu est positive ou nul. Donc, en retirant moins 1, on ne peut pas tomber sur quelque chose de plus petit que 0, alors qu'on peut retirer moins 1 autant de fois qu'on veut. Donc, il y a un moment, il faut que ça marche plus, c'est-à-dire il faut que ça, ce soit 0. Parce que si ce vecteur-là, enfin, si cette norme fait 0, c'est-à-dire quand nu vaut 0, ce vecteur est de norme nulle, donc c'est le vecteur nul. Et si c'est le vecteur nul, ce n'est pas un vecteur propre. Donc c'est comme ça qu'on avait brisé la chaîne qui descendait jusqu'à moins l'infini. Il faut absolument que dans cette chaîne descendante, moins 1, moins 1, moins 1, on arrive à 0. Et donc, toutes les valeurs propres sont des entiers. Oui? Juste pour les vecteurs propres, comment on sait qu'on en a une infinité? On peut toujours monter? On peut toujours monter parce que, on a vu effectivement que si on applique n à ça, c'est un vecteur propre. C'est-à-dire on va trouver n plus une fois lui-même. Or ça, alors on pourrait dire c'est pas un vecteur, enfin ça, donc du coup ça c'est un vecteur propre pour cette valeur propre là, sauf si lui-même vaut 0. Mais lui-même vaut pas 0 puisque la norme de ce truc là, sa norme donc c'est A croix n fois le quête associé, donc n a, d'accord? Ça, on est d'accord que c'est la norme de A croix n au carré. Et donc ça fait quoi? Eh bien, A croix, c'est l'identité plus A croix A. Donc ça fait n identité plus A croix A n. Ça, c'est grand N. Et donc ça fait l'identité entre n et n. Plus, ça c'est n fois n, donc plus n fois l'identité, enfin plus n fois n. Donc voilà. Donc si n est un vecteur propre, c'est ça dont on est parti, si n est un vecteur propre, sa norme n'est pas nulle, et donc ça non plus, enfin donc lui non plus n'est pas 0, et donc on peut monter. Donc il n'y a aucune limitation à monter. En descendant, par contre, il y a un moment, on tombe sur 0. C'est la seule façon d'arrêter la machine. Et donc, il faut que ce soit comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, toutes les valeurs propres entières, les valeurs propres qui peuvent exister sont entières. Et forcément, il en existe. Et donc, en fait, on les a toutes. Puisque dès qu'on a un entier, on peut descendre jusqu'à ce qu'on tombe sur 0. Et on peut monter. Donc, on les a tous. Alors, reste des questions qu'on va voir aujourd'hui maintenant. Est-ce que ce spectre est dégénéré? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs vecteurs propres associés à la valeur propre n qui ne soient pas linéairement dépendants, qui ne soient pas multiples l'un de l'autre? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Enfin, quelle est la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre n? Et puis, tant qu'à faire, est-ce qu'on peut les trouver, ces vecteurs propres? Enfin, donner leur fonction d'onde complètement, quoi. Donc oui, bien sûr, et on va le faire, et on va le faire avec d'autant plus de plaisir que c'est pas compliqué. Et alors, je saisis l'occasion de ça pour noter que, pour trouver une base, plus exactement, je le ferai peut-être à...
je vais d'abord montrer que le spectre n'est pas dégénéré. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul, enfin, il n'y a qu'un vecteur propre à un facteur multiplicatif près, associé à chaque valeur propre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire à quel numéro on est? Cinquièmement? Là, ce sera le sixième du grand 2 résolution quantique, c'est ça? OK. Merci. Alors, donc on va l'appeler non-dégénérescence du spectre. DG. Alors, bah pour ça, je vais commencer, en fait, je vais commencer par le vecteur propre, enfin par le cas où n égale 0. Petit a. Donc je cherche un vecteur propre tel que... Donc cherchons un vecteur propre tel que donc n0 égale 0. Et ça, ce qu'on a vu, donc c'est a croix a 0 égale 0. Et ce qu'on a vu, c'est que dans ce cas, c'est ça qui arrête la chaîne descendante. Dans ce cas, on a en fait a0 égale 0. 0, le vecteur nul cette fois. Pas, ça, ce vecteur, c'est pas un vecteur nul, c'est un vecteur que je note avec un 0, mais c'est pas le vecteur nul, bien sûr. Donc, en fait, tout vecteur propre associé à la valeur propre 0 doit, c'est ce qu'on vient de revoir ici, doit avoir pour norme 0, enfin, A appliqué à lui, ça doit faire 0. Bon, mais ça, en fait, c'est une caractérisation algébrique avec l'opérateur A, mais ça, en fait, si on regarde en représentation X, c'est-à-dire si on regarde, OK, quelle est la fonction d'onde associée à ce vecteur-là, bah ça devient une équation différentielle. Parce que A, c'est pas n'importe quoi. A, c'est X plus IP sur racine de 2. Donc, écrivons-le. Ça veut dire que X, alors X tilde, appliqué à 0, plus IP tilde appliqué à 0, le tout sur racine de 2, égale 0. Donc, je vire le racine de 2, d'accord? Donc, il faut qu'on ait ça. Et alors, si maintenant je regarde donc la fonction d'onde associée, je vais prendre ça, j'applique le quête X à cette équation, à tout ça. Je vois que donc x0, bah ça va me faire x, je vais noter psi0 de x, la fonction d'onde associée, c'est-à-dire x0, ça là, hein, la fonction d'onde, donc la valeur en x de la fonction correspondant au quête 0, le quête que je cherche, je la note phi 0, donc j'ai x psi0 de x, ça c'est le premier terme, plus i fois x, enfin bras x fois p0, bras x p, c'est moins i h bar d sur dx, d'accord? C'est p en représentation x. Donc, moins i h bar d sur dx. Alors, c'est dx tilde, pardon, parce que j'ai tout normalisé. Okay. Psi 0 de x. De x tilde. Et ça doit être égal à 0. Bon, ben voilà. Ceci, c'est une équation différentielle, simplissime, du premier ordre. Il y a une dérivée. Et si je la résous, j'ai la fonction d'onde associée à psi 0. Enfin, j'ai la fonction d'onde psi 0 associée à l'état 0. D'accord? Et on va la résoudre, mais pour régler le problème de la non-dégénérescence, il n'y a même pas besoin de la résoudre. C'est une équation différentielle de degré 1.
d'ordre 1. Donc, l'espace vectoriel des solutions est de dimension 1. D'accord? C'est-à-dire, autrement dit, il y a une constante d'intégration. Donc, toutes les fonctions qui vérifient ça sont multiples l'une de l'autre. Bon, mais on va la résoudre, puisqu'on y est, puis que c'est utile en soi. Mais vous voyez que ça suffit pour dire c'est non dégénéré, en tout cas pour la valeur propre 0. Peut-être que les autres, non. Mais pour la valeur propre 0... Ouais. Ah, pardon. Je vais effacer ça. Je vais laisser le petit formulaire, on en aura peut-être besoin plus tard. Donc, résolvons-le. Donc, en fait, le d sur dx, en fait, il n'y a qu'une variable, là, du coup, hein, puisqu'on cherche les états stationnaires. Donc, la variable temporelle, c'est juste la phase qui tourne avec l'énergie qui correspond. Et l'énergie, on la connaît, hein, l'énergie, ça va être pour ça égale 0. La valeur propre ici, donc l'énergie, ça va être 1,5 de h bar oméga. Donc la phase va tourner en E puissance moins oméga t sur 2. Bon, très bien, on verra après. Donc ça, c'est juste la dérivée. J'ai phi prime 0 de x. Alors, moins i fois i, ça fait 1. Donc ça fait... ça fait 1, donc j'ai h bar, donc ça me fait moins x, c'est des tildes, sur h bar, psi 0 de x tilde. Enfin, psi prime, c'est peut-être un peu, voilà, comme ça. Vous mettez dessous, donc ça fait d du log qui vaut moins x machin, donc ça fait le log qui vaut moins 1,5 de x carré machin, et donc ça fait psi qui vaut l'exponentielle de moins 1,5 de x2. Donc ça fait psi 0 de x tilde égale donc E puissance, alors une constante d'intégration, K. Si on veut normer l'état, on verra ce qu'il faut que ce soit. Et puis donc E puissance moins 1,5 de x tilde carré. J'ai un problème avec ce h bar en fait. Non, parce qu'on avait viré toutes les dimensions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais oui, le h bar, il n'est pas là. J'ai dit que P, c'est moins I sur h bar. Mais P tilde, justement, on a viré les dimensions. Hein, donc, il n'y a pas le h bar. Enfin, remplacer comme il faut les trucs, évidemment, il doit s'en aller. Hein. Ça doit être sans dimension. Là, d'un seul coup, ça paraissait complètement idiot. Ça, c'est une bête fonction, quoi. Il n'y a rien d'autre à en dire. C'est une bête fonction numérique, il n'y a pas de dimension, c'est purement mathématique. Donc, excusez-moi, j'aurais dû m'en rendre compte tout de suite, il n'y a rien à faire là, ce h-bar. Il s'élimine avec le... Pardon? Ah oui, alors c'est ça, c'est qu'il y a... Ah oui, oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Je me suis dit, c'est sans dimension, je remplace x par dx tilde, mais donc j'ai dû laisser tomber des facteurs. Mince. Bon, j'ai voulu aller vite, alors on va le faire propre. Donc, x tilde, c'est x sur x0. Voilà, c'est ça. Donc ça fait bien x. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai p tilde qui vaut p sur petit p0. Et ça, c'est moins, en représentation x, ça fait moins i h bar sur p0, d sur dx. Ah oui, c'est ça. Et maintenant d sur dx, là je suis repassé en dimensionné, donc on sait faire. Et maintenant d sur dx, c'est d sur d de x sur x0, mais fois x0. Et ça, c'est le x tilde.
D'accord? Donc en fait, ça, c'est moins I h bar sur x0 p0 d sur dx tilde. Mais justement, x0 p0, c'est h bar. Donc en fait, c'est bien ça, il faut retirer le h bar ici. Donc enfin, voilà, je viens de remontrer que quand on dimensionne, à la fin, il n'y a plus de dimension, bon, évidemment. Donc je pense que c'est bon là du coup. OK? Donc maintenant, si je veux réécrire ça avec les dimensions x, je vais avoir psi0 de x, la fonction d'onde avec la vraie variable x, qui vaut une certaine constante, e puissance moins 1/2 de x2 sur x0 carré. C'est bon pour tout le monde? Donc j'ai un peu court-circuité les dimensions, mais vous voyez que quand on le développe, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Et ça, c'est une gaussienne, absolument. Intéressant. Donc c'est l'état, j'allais l'appeler d'emblée état fondamental, c'est l'état fondamental. Pourquoi c'est l'état fondamental? Parce que c'est l'état de plus petite énergie. Vu que l'énergie... Vu que le hamiltonien vaut ça, les valeurs propres du hamiltonien, c'est h bar oméga fois les valeurs propres de n plus 1,5. Les valeurs propres de n, la plus petite possible, c'est 0. Donc, la valeur propre la plus petite possible pour n, c'est aussi la valeur propre la plus petite possible pour h. Donc, quand n égale 0, là, parce que la fonction d'onde qu'on cherche, c'est bien la fonction d'onde de l'état fondamental. L'état de plus petite énergie. Eh bien, c'est une gaussienne, sympathique. Très sympathique. Alors, tant qu'on y est, on va calculer la constante. Enfin, je vais vous dire ce qu'on trouve. Vous savez calculer l'intégrale gaussienne. Hein. Comment trouver k? Il faut faire... Vous dites que somme de module de psi0 de x au carré dx de moins l'infini à plus l'infini, vous voulez que ça fasse 1, et ça vous donne k. D'accord? Tant qu'à faire, normalement, on n'est pas obligé. Évidemment, n'importe quel multiple de cette fonction est encore fonction propre. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il n'y en a qu'une, à un facteur multiplicatif près, puisque, ben voilà, on l'a résolu, hein, pas d'autre, juste pas d'autre, c'est un espace de dimension 1. Alors, je réefface ça. Et donc, k égale, donc k, c'est 1 sur pi puissance 1 quart, racine de x0. Donc, ben, je vais l'écrire là direct. 1 sur pi puissance 1 quart, racine de x0. Pourquoi puissance 1 quart? Parce que oui, c'est quand vous le mettez au carré, du coup c'est 1 sur racine de pi. Vous vous rappelez que l'intégrale gaussienne, ça fait racine de pi sur en fait, racine de pi sur x0, justement, enfin sur la dispersion, le sigma de la gaussienne. Vous voyez que le sigma de la gaussienne, c'est x0. Hein, normalement, la gaussienne, vous l'écrivez comme ça. Ah, oui, c'est ça. Donc le sigma, en fait, c'est directement x0. Voilà pourquoi on a choisi lui dès le début. Enfin, ouais. Oui. À un moment, vous avez dit que x0 fois p0, c'est égal à h bar. Qu'est-ce qui nous permet d'assurer ça? On l'avait déjà noté plus tard. C'est ça, en fait. On les a choisis de cette façon. OK? Voilà. Si vous faites ça fois ça, oui, ça marche. OK? Bon, voilà. Ben, on a trouvé l'état fondamental de l'oscillateur harmonique de pulsation oméga. Donc, ben, le voilà. Je ne le réécris pas. C'est ça. Enfin, c'est la fonction d'onde associée à l'état fondamental, c'est ça. Donc ça, je vous rappelle que ce n'est rien d'autre que x0, où 0 ici est normé. Enfin, celui-là est normé, on l'a choisi comme ça. Alors, notez bien qu'on pourrait faire ça fois puissance, fois e puissance i avec n'importe quelle phi. Ça reste une fonction d'onde normée, valeur propre, enfin vecteur propre pour la valeur propre 0. Bon. Tant qu'à faire, prenons un truc réel. Voilà. Je pourrais aussi prendre moins, ça serait encore réel. Bon, bah, je prends celle-là, mais enfin, on prend celle qu'on veut, ça n'a évidemment aucune importance. Donc voilà, l'état fondamental, et il est non dégénéré. Alors, petit b, k des autres
grandeurs, enfin des autres valeurs propres. Autre valeur de n, donc différente de 0. Eh bien, l'idée, c'est que si vous aviez deux vecteurs propres associés à la valeur propre n différente de 0 qui seraient non linéairement dépendants, qui ne soient pas multiples l'un de l'autre, qui soient orthogonaux, hein. Enfin, vous pourriez en prendre deux orthogonaux, en tout cas pas linéairement dépendants, en leur appliquant A, vous le feriez tomber vers la valeur propre n-1. D'accord? Mais si en n-1, ce n'est pas dégénéré, en fait, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas partir de deux trucs qui sont pas linéairement dépendants, les faire tomber d'un cran, et qui soient, et maintenant, ils doivent être linéairement dépendants. Alors là, je l'affirme, mais il faut qu'on le montre. Hein, mais ça prend une ligne. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'on procède par récurrence. On a vu qu'à 0, ce n'est pas dégénéré. Supposons que jusqu'à l'état n, ce n'est pas dégénéré. Et on va regarder si ça peut l'être à n plus 1. Si ça ne peut pas, c'est réglé. Parce que ça veut déjà dire que ça ne peut pas l'être à 1, puis donc ça ne peut pas l'être à 2, ça ne peut pas l'être à 3, jusqu'à l'infini. Donc, supposons que c'est non dégénéré pour n. Montrons que c'est non dégénéré pour n plus 1. Alors je vais raisonner par l'absurde, je vais dire, supposons que c'est dégénéré à n plus 1. Oui, c'est ça, c'est dégénéré à n plus 1. Et on va montrer que ce n'est pas possible. Donc, si c'est dégénéré à n plus 1, ça veut dire qu'on a, on a deux n plus 1. On a un n plus 1 numéro 1 et un n plus 1 numéro 2. L'un n'étant pas multiple de l'autre. D'accord? Non multiple. L'un de l'autre. Bon, alors je vais leur appliquer A. J'ai A n plus 1, 1. Et j'ai A n plus 1, 2. Ce que je sais, c'est que ça, c'est vecteur propre pour la valeur propre n. Et ça aussi. Donc ces deux vecteurs propres sont vecteurs propres pour la même valeur propre, mais n, on a dit que jusqu'à n, ce n'est pas dégénéré. Donc ils sont multiples l'un de l'autre, ces deux-là. Ceux-là, peut-être pas, mais ceux-là, oui. Donc, je ne sais pas, il existe cas différents de 0, tels que ça, soit l'un, soit k fois l'autre. Okay. Bon, ben maintenant, je vais appliquer A croix. Je vais le faire remonter d'un cran. D'accord? Si je fais A croix fois ça, donc j'ai A croix A n plus 1, 1. Pardon, A croix. C'est pas écrit trop petit, ça va? Ça va être bon Dieu. Qui vaut, c'est juste que j'ai pas la place. Excusez-moi. A croix A n plus 1, 2. OK? Ben oui, mais A croix A, c'est n. Donc ça, c'est n, l'opérateur nombre d'excitation. Or ça, par définition, c'est vecteur propre de n pour la valeur propre n plus 1. Donc ça, là, tout ça, c'est n plus 1 numéro 1. Et pareil ici. Donc j'ai n plus 1 numéro 1 qui vaut k fois n plus 1. Oh non!
Alors on reprend, on avait terminé, je crois, cette démonstration, hein, donc je suppose que je suppose que j'en ai deux au rang n plus 1 qui sont pas linéairement dépendants. Enfin, en tout cas, j'en considère deux. Je n'ai pas besoin même pas de supposer qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Je prends deux vecteurs propres associés à n plus 1. Le premier, le deuxième. Je les indique comme ça. Ce qui est sûr, c'est que si je leur applique A, ça me donne deux vecteurs propres associés à la valeur propre n, parce que je suis descendu d'un cran. Et donc, comme au rang n, c'est non dégénéré, ils sont multiples l'un de l'autre. Du coup, si maintenant j'applique A croix à ces deux-là, bah, je vais avoir donc A croix fois ça égale K fois A croix fois ça. Mais A croix fois ça, c'est A croix A fois lui. Et A croix A, c'est n. Donc ça, c'est n plus 1 fois le premier. Et pareil, ça, c'est n plus 1 fois le deuxième. Donc ce que je vois, c'est que puisque ça est multiple de ça, eh bien, n plus 1, 1 est multiple de n plus 1, 2. Donc j'en ai pris deux. En fait, je n'ai pas besoin de supposer ça, j'en prends deux. Et ce que je vois, c'est que ces deux-là, ils sont nécessairement multiples. Pourtant, j'ai pris deux au hasard. Donc, ils sont tous multiples les uns des autres. Il n'y a... l'espace vectoriel des vecteurs propres associés à la valeur propre n plus 1 est de dimension 1. La valeur propre n plus 1 est non dégénérée. Dès lors qu'au rang n, c'est vrai. Comme c'est vrai au rang 0, eh ben, c'est vrai à tous les rangs. Voilà. Donc, c'est intéressant. Le spectre... Donc, on a trouvé le spectre de l'opérateur n, donc de l'opérateur h, du hamiltonien. On a montré qu'il était non dégénéré. Par ailleurs, on a trouvé déjà le premier vecteur propre pour l'état fondamental. Il faut maintenant qu'on résolve le problème, la même équation. Comment on a résolu? Oui, enfin, voilà. Quand on a écrit, pour résoudre l'état fondamental, on a juste écrit A appliqué à 0 égale 0. C'est en fait la définition, puisque c'est un vecteur propre de valeur propre 0. Ça s'est traduit par une équation différentielle. On peut faire pareil au rang n, ça va faire une équation différentielle, mais elle va être d'ordre... Oui. La récurrence qu'on a faite, ce qu'on a montré, en fait, c'est qu'en prenant un vecteur dégénéré, deux vecteurs dégénérés, ils conserveraient leur dégénérescence si on leur appliquait A. Et que de ce fait, nous, vu qu'on a un vecteur non dégénéré, à l'état d'après, sera aussi non dégénéré. Ouais. Parce que la seule condition pour qu'il soit dégénéré, ça serait qu'avant, il soit dégénéré. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Comme on a montré qu'au rang 0, c'est pas dégénéré, ça c'est sûr. Et du coup, après, voilà, c'est ça. Et s'il avait été, il aurait dû être... C'est ça, voilà. Donc, on a l'état fondamental. On aimerait bien avoir les fonctions d'onde de tous les niveaux excités. Là, on aura vraiment complètement résolu le problème. Alors, comment faire ça? Eh bien... Ah, pardon. Avant, il faut qu'on définisse les... Il faut qu'on trouve une base de l'espace vecteur, enfin de l'espace de Hilbert. C'est-à-dire qu'on a vu que pour chaque valeur propre, c'était que de dimension 1. On pouvait prendre, il y a plein de vecteurs propres évidemment, mais ils sont tous multiples l'un de l'autre. Mais on va en choisir un. Donc lequel on va choisir? Bon, alors on a le choix évidemment, n'importe quel multiple ça marche, mais on va essayer de prendre des vecteurs normés. Après, même quand c'est normé, on a encore le choix avec une phase. Mais déjà, on veut les normer. Alors, donc là j'ai le vecteur 0 qui est normé. OK. Comment je vais choisir mon vecteur 1? Je vais demander déjà qu'il soit normé. Et je veux que tous les n soient normés, en fait. Donc, une idée, ce serait d'appliquer A croix à 0. Je sais que ça me donne un vecteur propre de valeur propre 1. Donc, pourquoi pas prendre directement celui-là? C'est gagné. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas garanti, quand j'applique A croix à 0,
que j'ai encore un vecteur propre normé. Si A croix était un opérateur unitaire, alors là, ça marcherait. On prend un truc normé, on applique un truc unitaire, ça reste normé. Mais A croix n'est pas unitaire. Enfin, il faut voir. Mais ça veut dire quoi? Un opérateur unitaire, il vérifie ça. Mais A croix A, c'est unitaire. Donc si on appliquait A croix A croix A, c'est? A croix A, c'est unitaire. Non, c'est pas unitaire. A croix A, c'est hermitien. C'est hermitien, il est égal à son adjoint, mais il n'est pas l'inverse de son adjoint. Ça, c'est un opérateur unitaire. D'accord? Donc, en l'occurrence, A croix n'est pas un opérateur unitaire. Qu'à cela ne tienne, on peut quand même appliquer A croix, puis après, il faut juste renormaliser. Donc, il faut juste trouver la norme de A croix appliquée à 1, puis on divisera par ça et on aura le bon... Enfin, pardon, la norme de A croix appliquée à 0, on divise par la norme et on a ce qu'il faut. Et puis après, on fait pareil pour 2, etc. Etc. Donc, si on a n, supposons qu'on ait n normé, c'est pareil, on va y aller un peu, enfin, par récurrence. Le 0, on l'a caractérisé, donc après, on applique A croix, etc. Donc, supposons qu'on ait n qui est normé, qui soit normé. J'applique A croix à n. Ça me donne quoi? Alors, donc ça me donne un vecteur propre associé à la valeur propre n plus 1, mais je voudrais connaître sa norme, en fait, pour pouvoir diviser. Donc, quelle est la norme de ça? Donc, la norme de ça, alors je vais la mettre au carré, de toute façon, si sa norme vaut 1, sa norme au carré vaut 1 aussi. Donc, la norme de A croix n, donc ça, c'est pareil, donc c'est ce qu'on a vu avant, c'est A croix n, scalaire, le bras, enfin, scalaire lui-même, donc auquel on applique le bras associé, donc n, A. Et A croix, c'est 1 plus A croix A. Juste, c'est la relation de commutation entre A et A croix. Donc ça, c'est 1 plus A croix A, c'est-à-dire n. Et donc ça, n, ça fait petit n, et ça fait 1. Donc ça fait n plus 1. n. Donc si je suis parti de n qui est normé, ce que je vois, donc si ça, n plus 1. Donc si j'ai n qui est normé et que j'applique A croix, j'ai un vecteur qui est bien vecteur propre comme il faut avec la valeur propre n plus 1, sauf que sa norme au carré, c'est n plus 1. Donc sa norme à lui, c'est racine de n plus 1. Donc si j'en veux un normé, il faut que je divise par racine de n plus 1. D'accord? Donc je vais définir n plus 1 comme étant A croix n, mais divisé par racine de n plus 1. OK? Et si je fais ça, à partir de là, hop, à tous les rangs, je vais obtenir une série de vecteurs qui sont tous normés. Alors, je vais peut-être faire un... je ne sais pas si je fais un grand 3. Non, on va continuer. Oui? Je n'ai pas très bien compris pourquoi on a choisi A croix Au au lieu de juste A. lieu de? Juste A, par exemple, ou n'importe quelle autre chose. Pourquoi A croix? C'est-à-dire, donc, celui-là, je l'ai identifié. Je veux trouver des vecteurs propres associés à des valeurs propres plus élevées. Donc, ce que je sais, c'est que quand j'applique A croix, je fais monter de 1 la valeur propre. Ouais. C'est-à-dire, si psi est vecteur propre de n avec la valeur propre k, alors A croix psi est vecteur propre de n avec la valeur propre k plus 1. Et A croix, et A psi
et vecteur propre avec la valeur propre k-1. C'est ça qu'on avait montré. C'est comme ça qu'on avait obtenu le spectre. Et donc là, comme j'ai déjà celui de valeur propre 0, je lui applique à croix, et comme ça, je vais avoir 1 pour la valeur propre 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais effectivement, et d'ailleurs, on va le faire tout de suite, effectivement, une fois que j'ai... voilà, j'ai n, je trouve le n plus 1. Maintenant, si j'applique a à n, ça me donne quoi? Alors, ça va me faire tomber vers quelque chose qui est sur du n-1, mais un multiple de n-1. Avec quelle norme, en fait? De même que quand j'applique a croix à n, je n'obtiens pas forcément un truc normé, puisque a n'est pas unitaire. A croix, pardon. A n'est pas unitaire non plus. Et donc, si j'applique a à n, je vais tomber sur un multiple de n-1, mais lequel multiple? Alors, faisons-le. Faisons-le. Donc, en fait, là, peut-être j'aurais dû déjà faire un septièmement, huitièmement, non, 7, 8, 7, 7. 7. Alors, mettez peut-être le septièmement, parce que ça y est, là, on a montré que c'était non dégénéré. Mettez-le là, le septièmement. Septièmement, je le mets là. Septièmement, base de Fock. Oui. Moi, c'est un peu avant, mais dans le PCB, là, dans la démonstration, ouais. En fait, je vois pas encore on utilise le fait qu'on a supposé que c'est non dégénéré pour n. Non, effectivement, c'est pour ça que je l'ai rayé, en fait. Après, c'est-à-dire, on peut supposer que c'est non dégénéré, mais de toute façon, on voit que ça l'est. Enfin, on n'en a pas besoin. On en prend deux, et on montre qu'ils sont multiples l'un de l'autre. Ça suffit. Mais oui, oui, effectivement. Oui. Au début, on fait c'est 4 fois... Enfin, il y a eu cette quelqu'un entre l'un et l'autre. Du coup, on dit déjà de base qu'ils sont multiples l'un de l'autre. Enfin, au début... Là? Non, cela, oui, parce que l'hypothèse, c'est que jusqu'au rang n, c'est non dégénéré. C'est dimension 1. Donc, s'il y en a deux, enfin, ça, j'en prends deux quelconques. Je ne sais pas s'ils sont multiples l'un de l'autre, mais ce que je sais, c'est que si je leur applique A, le résultat sont multiples l'un de l'autre. D'accord? Donc, et après, je montre que si eux sont multiples l'un de l'autre, eh bien, en fait, eux aussi. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas possible qu'on soit, qu'on soit dégénéré au rang n plus 1 si on ne l'était pas au rang n. Et comme on ne l'est pas au rang 0, c'est réglé. On n'est jamais dégénéré. Ouais? D'accord. Donc, septièmement, excusez-moi, j'aurais dû dire la base de Fock. Alors, la base de Fock, c'est justement une base de l'espace de Hilbert formée sur les états propres du Hamiltonien. Donc de l'opérateur n, puisque c'est pareil. Et donc, j'en ai un, le 0, que j'ai identifié, et je voudrais construire les autres, et j'ai une procédure pour construire des états propres du Hamiltonien, c'est-à-dire de n, enfin, c'est pas que h c'est n, mais c'est qu'ils sont, les états propres de l'un sont les états propres de l'autre. J'ai une procédure, donc, à partir de 0 pour construire des états propres pour n'importe quel n, c'est de leur appliquer à croix autant de fois qu'il faut. À chaque fois, ça fait monter d'un cran. Donc, c'est ce que je fais. Je pars de 0, j'augmente, et je vois que pour qu'ils soient normés, ces vecteurs, parce que je veux une base orthonormée, pour qu'ils soient normés, en fait, il faut qu'une fois que j'ai appliqué à croix à n, il faut que je divise par racine de n plus 1. Donc, la base de Fock, elle est construite comme ça. G0, ok, celui-là. Encore une fois, ça, je pourrais multiplier ça par E puissance I comme je veux. Bon, je choisis lui. Ok. Ensuite, j'ai A croix 0. Donc, en fait, je définis 1 comme étant A croix 0 sur racine de 0 plus 1, donc là, en l'occurrence, ça marche. Ensuite, je définis 2 comme étant A croix 1 sur racine de 2, puis 3 comme étant A croix 2 sur racine de 3,
etc. Et comme ça, j'ai une base de l'espace de Hilbert, j'ai une base de l'espace des états de l'opérateur harmonique. Puisque je suis sûr qu'en faisant ça, je ne laisse pas des dimensions de côté, puisqu'ils sont tous non dégénérés. Donc il suffit que j'ai un représentant pour chaque valeur propre, et c'est bon. Donc alors, vous voyez que, par récurrence, je peux dire que c'est la base, c'est les zéros et les... si vous voulez, je peux dire que n, en fait, c'est a croix appliqué n fois, a croix puissance n, appliqué à 0, divisé par racine de n factoriel, hein, puisque à chaque rang, c'est celui d'avant, d'accord. Donc voilà la base. La base de Fock, c'est la base des n, pour n dans n, construite comme ça. Une fois qu'on a le 0 et on l'a, on peut construire une base avec tous les autres. Et donc, par définition, on a a croix a, c'est-à-dire n, appliqué à n, qui vaut nn. Et donc, on a h appliqué à n, qui vaut h bar oméga, n plus 1,5, appliqué à n. D'accord, hein, toujours en vertu du fait que h, c'est ça. Oui? Pourquoi il y a un facteur? N factoriel? Ben, vous voyez que a croix de, 1, c'est a croix de 0 sur racine de 1. 2, c'est a croix de 1 sur racine de 2. Donc, c'est a croix de 0 sur racine de 1 sur racine de 2. Et là, racine de 3, racine de 2. Donc, à chaque fois, c'est racine du précédent. Et donc, c'est racine de 3 fois 2 fois 1 fois 1. 12 fois 11 fois 10 fois 9. Enfin, voilà. OK. Voilà. Donc, chose à retenir, c'est évidemment ça. Hein. Vous voyez que vous avez un spectre du coup, enfin ça je peux l'appeler En, ça je peux dire que c'est... ça c'est l'énergie propre de ce vecteur propre-là. C'est l'énergie de l'état stationnaire en question. Je peux la noter En. J'ai donc En égale h bar oméga n plus 1,5. Je vais écrire sous forme matricielle. Je vais effacer ça, on y reviendra. Disons, je vais écrire la représentation matricielle, entre guillemets, parce que on est en dimension infinie, mais on peut quand même, avec une matrice, on imagine un tableau infini, la représentation matricielle de H dans la base de Fock. H dans la base de Fock, par définition, enfin H, c'est dans la base de ces états propres, ça va être E0, E1, E2, etc. jusqu'à l'infini, quoi. D'accord? Alors, donc je peux l'écrire, H bar oméga, l'état fondamental, donc correspondant à 0, je vais faire ça comme ça. Correspondant à 0, c'est 1,5 ici, et puis pour 1, c'est 3,5, donc que des zéros partout, évidemment, c'est des vecteurs propres. Là, on a 3,5, là, on a 5,5, là, on a 7,5. Donc voilà, toutes les... Bref, 0 et 0, etc. Donc dans une base de ces vecteurs propres, évidemment, l'opérateur H est diagonal, et les valeurs propres sont sur la diagonale, voilà. OK? Donc vous voyez, cette base de Fock, c'est juste la base naturelle en quelque sorte pour représenter les états possibles, enfin les états de l'oscillateur harmonique en termes de combinaison linéaire des états propres du Hamiltonien.
Donc, j'ai montré ce que donnait l'application de A croix aux étapes propres, enfin, au vecteur de base de la base de Fock. Hein, donc, j'ai montré que A croix n, c'était en fait racine de n plus 1, n plus 1. OK? Donc ça, c'est vraiment à retenir. Hein. A croix, pardon, A croix. Question maintenant, que se passe-t-il si j'applique A à n? Donc ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure. Si j'applique A à n, ce que je sais, c'est que je vais avoir un multiple de n-1. Quel multiple? Ça dépend de la norme. Donc je vais calculer la norme de AN. Alors la norme de AN au carré, eh bien c'est AN scalaire lui-même, donc avec le bras correspondant, N A croix, voilà. Et A croix A, bah ça c'est l'opérateur N justement, donc ça me fait N, N. Donc ça, en fait, ça fait N fois NN, c'est-à-dire N. Donc AN a pour norme racine de N. Donc en fait, on a ça. Alors, il faudrait vérifier que c'est la bonne phase, mais pour ça, il suffit de réappliquer A croix à ça, et on voit que ça va faire... Donc si je fais A croix ça, ça va me faire A croix A, N, ça va me faire N, N. Et A croix ça, d'après ça, ça va me faire effectivement racine de N, donc N, N. Donc ça marche, c'est la bonne phase aussi. OK? Si j'applique A croix à ça, j'obtiens... Donc c'est OK. Donc c'est le bon. Si ça n'avait pas été la bonne phase, si je fais E puissance I quelque chose ici, enfin si ici je mets E puissance I θ, je vais avoir ici toujours NN, et là je vais avoir N E puissance I θ fois ça. Donc si, voilà. Donc c'est bien, et donc ce serait faux. Sauf si justement E puissance I θ vaut 1. Donc c'est la bonne phase. OK, donc ça c'est à retenir. Alors le moyen mnémotechnique, bon, d'abord, c'est évident, quand on applique A croix à N, ça fait monter d'un. Quand on applique A, ça fait baisser d'un. Donc ça, vraiment, on les appelle opérateurs d'échelle, justement pour ça. Le moyen mnémotechnique, c'est toujours la racine du plus grand nombre qui apparaît ici. Là, c'est N plus 1. Enfin, c'est la racine là, c'est la racine du nombre d'arrivées. Là, c'est la racine du nombre de départ. Quand on descend, c'est le départ, c'est la racine du départ. Quand on monte, c'est la racine de l'arrivée. Donc c'est toujours la racine du plus grand. Bon, sinon, ça se retrouve en une ligne. Hein. Ce calcul-là, c'est vraiment une ligne. Hein. Mais bon, ça arrive qu'on voilà, dans un partiel, typiquement, on ne sait plus, on est paniqué et on se gourre. Bon, donc retenez ça. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est juste quand on applique A croix à N ou A à N, on ne tombe pas sur un vecteur qui est normé. Donc comme on a choisi une base de vecteurs orthonormés, il faut corriger de la norme du vecteur sur lequel on arrive. Voilà. Bah, c'est bien. Alors, donc dans cette base, j'ai déjà représenté l'opérateur H. Je vais représenter maintenant l'opérateur, je peux représenter l'opérateur A, puis l'opérateur A croix, puis l'opérateur X et l'opérateur P, qui sont quand même des opérateurs importants. Alors, représentons... représentons A croix. Bah justement, A croix, si on prend 0, ça va nous donner ici racine du nombre sur lequel on arrive, racine de 1, vous me direz racine de 1 c'est 1, oui d'accord. Donc ça va donner des zéros partout ici, puis là ça va être racine de 2, puis la racine de 3, puis la racine de 4, etc. Donc voilà la matrice qui, dans la base de Fock, représente l'opérateur A croix. Des zéros partout, évidemment des zéros partout là. En fait, ça fait juste monter d'un cran avec la racine qui va bien. De la même façon, l'opérateur A
dans la même base. Alors A appliqué au vecteur propre 0, bah, ça donne 0. C'est comme ça qu'on a obtenu la fin de la chaîne descendante, et c'est comme ça qu'on a obtenu aussi l'expression de la fonction d'onde de l'état fondamental. Et puis appliqué à 1, bah, ça ramène sur 0, avec la racine de celui dont on est parti, c'est-à-dire 1. Donc des 0 partout sur la diagonale. Le 2 ici, ça le ramène à 1 avec la racine de 2, et puis racine de 3, etc. etc. Bon, racine de 4, etc. Diagonale comme ça. Vous voyez d'ailleurs, on voit que évidemment A croix, c'est bien A croix. C'est la matrice, c'est cette matrice-là transposée conjuguée. Évidemment qu'on devait trouver ça. Enfin, bon, très bien. Et maintenant, on va représenter l'opérateur X et l'opérateur P. Je peux effacer ça. Alors, comment on trouve l'opérateur X? Bah, X, on a vu que X tilde, c'était donc... Alors, je vais réécrire la définition. A, c'est X tilde plus IP tilde sur racine de 2. Et A croix, c'est X tilde moins IP tilde sur racine de 2. Par conséquent, X tilde, c'est A plus A croix sur racine de 2. Très bien. Et P tilde, eh bien, si je fais A moins A croix sur racine de 2, je vais avoir I P tilde. Donc c'est moins I, A moins A croix sur racine de 2. Ou I A croix moins A sur racine de 2, au choix. OK. Et donc, finalement, X sans le tilde, le vrai opérateur X non adimensionné, bah, c'est X0 fois X tilde. Et donc, c'est X0, je vais mettre en facteur, fois, dans la base de Fock. J'ai donc A plus A croix sur racine de 2. Donc, alors j'ai des zéros partout là. Je vais mettre sur racine de 2 ici. Bah oui, bah donc j'ai racine de 1, racine de 1, racine de 2, racine de 2, racine de 3, racine de 3, etc. Racine de n, racine de n. OK. La somme de deux matrices, c'est accessible. Et puis P, ben ça va être donc IP0 A croix moins A. Donc ça fait, alors 0 partout sur la diagonale. Et racine de 1 moins racine de 1, racine de 2 moins racine de 2, racine de 3 moins racine de 3, etc. Des zéros partout. OK. Sur racine de 2 aussi, merci. Voilà. Donc vous voyez à l'évidence que A croix n'est pas auto-adjoint, que A n'est pas auto-adjoint, mais qu'évidemment l'un est adjoint de l'autre. Vous voyez que X est auto-adjoint, évidemment. Vous voyez que P est auto-adjoint. Alors ça se voit un tout petit peu moins, on se dit, ah maintenant si on prend la transposée, il y a le signe moins. Oui, non, mais il y a le signe I. Donc la transposée conjuguée, là il y a I et là il y a moins I, donc c'est bon. Évidemment, P est auto-adjoint. Bon, voilà la représentation des opérateurs donc X, P, H, et puis des A et des A croix
dans cette base-là. Évidemment, l'opérateur n, lui, à croix A, bah, c'est 0, 1, 2, 3, avec des zéros. D'accord. Voilà. Bah, pas grand-chose d'autre à dire, surtout que alerte incendie nous a fait perdre du temps. Oh là là. Donc je voudrais juste avancer un petit peu quand même. Alors, peut-être faire une remarque sur le fait que on a des propriétés très étranges. Avant, je vais quand même donner les fonctions propres associées. Je vais pas rentrer dans le détail mathématique. Donc, huitièmement, fonction d'onde. Associé au n, au vecteur de la base de Fock. Donc, on a déjà vu psi0 de x qui valait 1 sur pi puissance 1 quart racine de x0, e puissance moins x2 sur x0 carré. Gentille gaussienne. Oui, c'est ça. Alors, de largeur ici, en fait, donc on a 2 sigma 2 qui vaut x0 carré. Donc, en fait, le sigma, c'est x0 sur racine de 2. D'accord? Donc, le sigma, c'est... Enfin bon, le x0 donne la taille du... je suis un tout petit peu surpris, il me semblait que c'était directement x0. Ah oui, il y avait un 1,5. Oui, donc c'est ça. Non, justement, le x0 a été pris, c'est le sigma en question. Pardon. Du coup, c'est intéressant, si vous regardez, enfin, je vais le noter comme ça, sigma x, sigma indice x, c'est x0. Si vous prenez la transformée de Fourier de cette fonction d'onde, donc ça, ce n'est rien d'autre que 0, x, 0. La fonction d'onde de cet état-là. La transformée de Fourier, ça va être ça. Donc ça, par définition, c'est psi0 de x. Si vous prenez le bras P que vous lui appliquez à cet état propre, l'état fondamental, vous allez obtenir psi étoile 0 de P. La transformée de Fourier. Mais la transformée de Fourier de cette gaussienne, c'est à nouveau une gaussienne. Et alors, je ne vais pas vous la donner tout de suite. Ou bien si. Bon, faites-le, vous avez calculé les transformées de Fourier de gaussienne, ça va vous donner psi étoile 0 de P. Alors, un certain cas, là, une certaine constante, je ne le note pas pour l'instant, je pense qu'on fera après, et vous allez avoir 1/2 de P2 sur P0 carré. Voilà, et vous allez voir que le sigma P, alors, excusez-moi,
Ah oui, j'ai un... Ah non, 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 pardon. Excusez-moi. Alors, ceci n'est pas faux, mais ça, c'est faux. Vous avez vu, j'ai eu une hésitation avec un racine de 2. Non, c'est parce que ça, c'est psi 0. Le delta, l'incertitude sur la position à laquelle on trouve la particule si on fait une mesure. Et oui, parce que, enfin, en fait, la probabilité de trouver x, c'est module de psi au carré. D'accord? Donc, alors, je vais l'écrire. Excusez-moi, j'essaye de rattraper le temps perdu dans l'alerte incendie. Et quand on essaie de rattraper du temps, on en perd, c'est bien classique. Donc, la probabilité de trouver la particule en x quand on est dans l'état 0, je peux le noter comme ça, c'est module, enfin, la densité de probabilité. C'est psi 0 de x module au carré, et ça, c'est 1 sur racine de pi x0 e puissance moins x2 sur x0 au carré. D'accord? Le carré de l'exponentielle, enfin, bon, ok. Et donc, ça, effectivement, là, on a un delta x au sens où, enfin, c'est la moyenne de x2 moins moyenne de x au carré. Ça, ce delta x là, vous avez calculé. Enfin, racine de ça. Ça, c'est justement le sigma de ça. Et le sigma de ça, c'est x0 sur racine de 2. OK? Notez au passage, je ne l'ai pas dit, mais ça vous a sauté aux yeux, j'en suis sûr, la moyenne de x, c'est 0. J'ai représenté la gaussienne là-haut. Évidemment, elle est centrée sur 0, ça se voit. Ça veut dire que dans l'état fondamental, si vous faites une mesure de la position, bah, vous allez obtenir aléatoirement une certaine valeur de x avec comme probabilité, comme densité de probabilité, justement ça. Mais cette densité de probabilité est symétrique par rapport à 0, non, heureusement, puisque le potentiel est symétrique par rapport à 0. D'accord? 1,5 de kx2, enfin 1,5 de oméga 2 x2. Donc évidemment, la probabilité de trouver dans l'état fondamental, elle doit être symétrique aussi. D'autant qu'elle est stationnaire, puisque c'est un état stationnaire, c'est un état propre de x. Donc la probabilité de le trouver ailleurs qu'en 0, elle n'est pas nulle, mais en moyenne, c'est 0. La probabilité, enfin, la moyenne de la position qu'on trouve, c'est 0. Et quel est l'écart type? Ben justement, cette échelle-là, sur racine de 2. Bon, très bien. Maintenant, si on passe à la proba de trouver la particule en P lorsqu'on est dans l'état, toujours dans l'état fondamental, pour l'instant je m'intéresse à l'état fondamental, eh bien ça va être module au carré de psi 0 tilde de P. Psi 0 tilde de P étant la transformée de Fourier. La transformée de Fourier étant, il suffit de faire le calcul et on trouve ça. Et donc on trouve, pareil en fait. Une fois qu'on met les bons facteurs, on trouve ça. Et on trouve un delta P. Alors pareil, P est centré sur 0. Si vous mesurez l'impulsion de la particule, vous allez trouver aléatoirement une certaine valeur avec la proba ceci. Et donc en moyenne, vous allez trouver 0. J'aurais pu mettre là. Moyenne de x égale 0. Moyenne de P égale 0. Mais quel écart type? Eh bien, justement, l'incertitude au sens de Heisenberg sur P, ben, c'est P0 sur racine de 2. Et donc, vous voyez que delta x fois delta P, c'est égal à x0 P0 sur 2. Et x0 P0, c'est h bar, donc ça fait h bar sur 2. Ouf!
on vérifie l'inégalité de Heisenberg, qui est évidemment tout le temps vraie, delta x, delta p, supérieur ou égal à h bar sur 2. On la vérifie tout juste. C'est-à-dire qu'en réalité, cet état fondamental, c'est la limite, ça réalise la limite. C'est ce qui est le moins dispersé, si on peut dire. Enfin, c'est la meilleure façon de localiser l'oscillateur harmonique dans l'espace des phases. Il réalise la limite et il la réalise de façon, entre guillemets, équirépartie. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes unités, x et p, mais par rapport à l'énergie du système, en fait, une fois qu'on a adimensionné, il y a la même incertitude sur chacun. Enfin, si je fais delta x sur x0, c'est 1 sur racine de 2, et delta p sur p0, c'est 1 sur racine de 2. Oui? Ah bah oui, simplement parce que je me souviens que dans une gaussienne, enfin, l'expression d'une gaussienne, si la variable c'est bon, x, voilà, c'est comme ça que s'écrit une gaussienne avec le sigma qui est le sigma de la gaussienne, l'écart type. Donc voilà, c'est juste. Sigma x, voilà, je vais l'écrire comme ça, et ça c'est E puissance moins P2 sur 2 sigma P carré. Voilà. Donc ça c'est le sigma x et ça c'est le sigma P. Voilà. Ok, donc vous voyez que dans l'état fondamental, on réalise exactement. Oui? En fait, l'écart type là où il est bon, mais il ne représente pas ce que vous cherchez. Oui, oui, c'est ça, oui, donc faut que j'efface ça. Voilà, c'est bien l'écart type de cette gaussienne, mais c'est pas ce qu'on veut, puisque c'est pas la proba, ça. C'est l'amplitude de proba. Donc, oubliez ça, pardon. Et puis, voilà. C'était pas faux, mais ça, c'était faux. Voilà. Merci. Oui, donc dans l'état fondamental, on réalise la limite de l'inégalité de Heisenberg, la limite inférieure, bien sûr. Et il n'y a pas de limite supérieure, hein, et c'est normal, puisqu'on a une gaussienne. Comme vous le savez, la gaussienne réalise cette limite, en fait. Donc, on a une gaussienne, donc évidemment, le delta P, c'est justement... enfin, delta P, delta X égale h bar sur 2. Je suppose que vous avez vu les paquets d'ondes gaussiens, là, pour une particule libre. Vous avez vu ça, voilà. Hein, donc, ce paquet d'ondes gaussien... Alors... donc, il vérifie cette limite, effectivement. Mais vous avez vu que pour une particule libre, si vous commencez avec un paquet d'ondes gaussien, vous le localisez à peu près avec un certain sigma x, justement, quelque part dans l'espace, et vous le laissez évoluer, justement parce qu'il a un sigma p, il ne va pas se déplacer en restant ce qu'il est. La fonction d'onde va s'étaler. Vous l'avez vu, ça? Que le sigma x s'étale. Donc le delta x devient plus grand, le delta p devient plus petit, puisque vous avez les oscillations sur une plus grande surface, mais en tout cas, vous avez un étalement du paquet d'ondes. Et vous perdez complètement la position de la particule au bout d'un moment. Donc c'est pas possible de localiser une particule, ça ne veut rien dire, une particule libre. Mais là, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est un état stationnaire. Donc, si vous avez l'oscillateur harmonique dans cet état-là, bah, il y reste. Alors avec le temps, il y a une phase, mais enfin, ça reste le même vecteur, enfin, les mêmes propriétés physiques. Donc, cette probabilité-là, elle est indépendante du temps. Je pourrais rajouter 2t ici. Ça, ce serait E puissance moins I oméga t sur 2, en l'occurrence, puisque l'énergie, enfin, c'est l'énergie de l'état fondamental divisé par h bar, hein, qu'on doit mettre là, mais l'énergie de l'état fondamental, c'est h bar oméga sur 2. Donc, ce serait ça. Évidemment, du coup, c'est la même. Module au carré de puissance moins I oméga t. Donc, ça, c'est vrai tout le temps. Et pourquoi je dis ça? Oui, et donc, l'écart type, il reste tout le temps le même. Contrairement à la particule libre, vous localisez à peu près une particule aussi près que vous voulez. Vous pouvez prendre le delta x petit comme vous voulez, mais elle va s'étaler. Là, si vous êtes dans l'état fondamental, vous avez une gaussienne gentille,
Donc vous êtes grosso modo sur 0 avec un petit écart qui est de combien? Ben justement de x0 sur racine de 2. Et vous y restez. Mais vous y restez vraiment, indéfiniment. Il n'y a pas d'étalement. C'est-à-dire que le potentiel 1,5 de kx2, 1,5 de m oméga 2 x2, vous confine la particule, en fait. C'est bien ce que c'est censé faire, en fait. D'accord? Vous avez votre potentiel comme ça. Ben, la particule, elle ne peut pas y aller. Mais elle ne peut pas y aller classiquement. Mais quantiquement, en fait, vous êtes dans cet état fondamental. Vous êtes une gaussienne, centrée sur 0. Vous ne pouvez pas être pile en 0. On ne peut pas localiser une particule. Mais vous avez cette gaussienne et elle reste là. Alors, si on représente ça dans l'espace des phases, qu'est-ce qui se passe? Je fasse ça. Revenons dans l'espace des phases. X, P. Alors, on va remettre les tildes. On va remettre les tildes, donc je m'intéresse à... Enfin, donc du coup, c'est 1 sur racine de 2, l'incertitude. Sur chaque, une fois que j'ai fait ça, c'est la même dimension. Et donc, le paquet d'ondes, si je le représente par une densité de probabilité d'être trouvé quelque part ici, vous voyez qu'en fait, c'est ça l'état fondamental. Ça, c'est la fonction... Enfin, je représente dans cet espace des phases la fonction d'onde, enfin, psi0 de x, ou psi0 tilde de p. Donc, c'est une gaussienne sur x et une gaussienne sur p. Je ne sais pas si vous le voyez à 3D. Enfin, ça, c'est si je représente le module de la fonction d'onde au carré, la probabilité de la trouver quelque part dans l'espace des phases. Bah, c'est une espèce de gaussienne là, à 2D, comme ça, enfin, qui monte là et qui décroît, avec une largeur qui, évidemment, qui n'est pas nulle, mais qui est la plus petite possible. C'est ça l'état fondamental dans l'espace des phases. C'est intéressant parce que ça veut dire que, évidemment, la différence avec l'oscillateur l'oscillateur harmonique classique, dans l'oscillateur harmonique classique, vous pouvez être en 0. Enfin, si je me mets dans l'espace des phases, XP, je vais mettre les tildes que vous voulez, vous pouvez être posé là. Le ressort au repos. Il n'y a pas de vitesse et il est au fond du puits de potentiel. Et s'il y est, il y reste. Le problème en physique quantique, c'est que si vous êtes localisé, vous êtes au fond du puits de potentiel, si vous êtes localisé dans l'espace, bah vous avez une incertitude infinie sur la vitesse. Donc en fait, il ne va pas rester. Enfin, disons, vous ne pouvez pas à la fois avoir P égale 0 et X égale 0. On va le dire comme ça. Donc la solution, je suis là, classiquement, je suis dans le fond du puits et je ne bouge pas, je suis au repos, ça n'existe pas en physique quantique. Il n'est pas possible d'être au repos. Un oscillateur harmonique ne peut pas être au repos. Oui? Eh ben justement, c'est ça. Voilà pourquoi l'énergie du niveau fondamental, c'est pas 0. On ne peut pas avoir 0 énergie dans un oscillateur harmonique, parce que pour avoir 0 énergie, il faut avoir 0 énergie cinétique, donc pas de vitesse, et 0 énergie potentielle, donc il faut vraiment être au fond du puits. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas être à la fois avec une vitesse bien définie, 0, et une position bien définie, 0. Ni n'importe quelle autre d'ailleurs. Mais en particulier, on ne peut pas être au repos. Il n'y a pas d'oscillateur harmonique au repos, c'est juste pas possible. À cause des incertitudes, enfin des relations d'incertitude. C'est-à-dire à cause de la physique quantique, en fait. Donc, un autre... Oui? Où elle se perd macroscopiquement? Alors, donc, macroscopiquement, le truc, c'est que cette énergie-là, donc l'énergie du niveau fondamental, c'est quoi? Donc c'est h bar oméga sur 2. Bah, macroscopiquement, ça ou 0, dans le système international, ça c'est 10 puissance moins 34, enfin 6, 10 moins 34, et ça, même pour une pulsation, même pour un photon avec une pulsation énorme, 10 puissance 14 Hz, d'accord, bah, ça reste, en joules, c'est rien, mais rien. Donc voilà, ça passe inaperçu.
Mais en pratique, enfin en vrai, il n'est pas possible pour un oscillateur harmonique, enfin, dès lors que vous avez un potentiel comme ça, on pourrait se dire, bah oui, il y a une position d'équilibre ici, on est là au repos. Non. En physique quantique, on ne peut pas avoir à la fois pas de vitesse et une position bien définie. C'est pas possible. Oui. Ouais. Mais ça, c'est pour une particule, mais dans la classification, il y a des X particules. Oui, a fortiori. D'accord. Si vous avez, enfin, ça, c'est une particule, effectivement, soumise à un potentiel harmonique. Maintenant, si vous voulez dire comment on traite le ressort, un ressort quantiquement, le problème, c'est que ce sont les particules du ressort qui créent le potentiel harmonique. Donc en fait, il faudrait considérer, donc vous avez votre ressort, et puis la particule que vous accrochez au ressort, et c'est elle qui est dans l'oscillateur harmonique créé par tout ça. Bon, ouais, c'est vite l'enfer. Mais alors, c'est pertinent quand même cet oscillateur harmonique. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'en dire grand-chose, mais ceux qui continueront, disons en master et feront de la physique quantique, vous verrez que en fait, la manière dont les particules sont définies à partir des champs, par exemple le photon, quand on fait la théorie quantique du champ électromagnétique, en fait, ça fait intervenir l'oscillateur harmonique. En fait, chaque mode propre du champ électromagnétique, dans les équations de Maxwell, on a l'habitude, on peut résoudre, enfin, vous avez dans les équations de Maxwell dans le vide, vous avez des modes propres qui sont les ondes planes monochromatiques avec toutes les fréquences que vous voulez. Il faut juste que oméga égale kc. Enfin, 2pi sur lambda. Enfin, C égale lambda égale C sur nu, je ne sais pas comment. Ouais. Vous avez tous ces modes propres dans toutes les directions possibles. Et vous pouvez écrire un état quelconque du champ électromagnétique dans le vide comme une combinaison linéaire quelconque de ces modes propres. Pareil en physique quantique. Vous avez le champ électromagnétique dans le vide qui a des modes propres. Et chaque mode propre, en fait, donc une fois que vous avez défini un certain cas, enfin vecteur d'onde dans une certaine direction, ça vous donne un mode propre, comme en physique classique. Et ce mode propre, en fait, il se décrit comme c'est un oscillateur harmonique pour la valeur du champ, pour la variable qui est le champ lui-même, la valeur du champ électromagnétique. Eh bien, et les excitations de cet oscillateur harmonique, donc il y a l'état fondamental, et après vous pouvez passer, donc l'état 0 si vous voulez, après vous pouvez passer à l'état 1, et puis l'état 2, c'est un oscillateur harmonique avec les mêmes opérateurs A et A croix, enfin, replacés dans ce contexte-là. Et donc ça, là vous dites il y a un photon, puis là vous dites il y a 2 photons, et puis 4 photons, etc. Et quand vous faites des interactions, alors ça c'est quand il est dans le vide, enfin il n'y a pas d'autre champ. Après quand vous mettez de l'interaction avec la matière, ben, vous voyez qu'en fait les interactions se font via des opérateurs A à croix en fait. Et donc en fait se font par échange de photons. Vous pouvez passer de cet état-là à celui-là. Cling, cling. Et donc, si vous êtes là, hop, vous ajoutez un photon. En fait, quand une particule émet de la lumière, hop, ça rajoute à l'état du champ électromagnétique, ça lui rajoute un photon. Ça le fait passer là. Et puis, à l'inverse, vous absorbez un photon, hop, ça le fait revenir là. Alors, je n'ai pas oublié votre question, mais est-ce que c'est peut-être là-dessus? Ok, alors allez-y, et puis après vous. Alors, absolument. Donc, j'y viens. On va maintenant regarder les fonctions d'onde des autres états et puis les combinaisons. Et on va voir comment on peut exprimer les états classiques de l'oscillateur harmonique. Je pense que ça va rejoindre votre question. Parce que malgré tout, on sait ce que c'est un ressort qu'oscille. Alors, comment on le fabrique celui-là? Si les états stationnaires, eux, ils sont stationnaires en fait, c'est normal. Mais du coup, comment on fait les états qui oscillent? Un truc qui oscille en vrai avec un cos oméga t, quoi. Donc je vais répondre à ça. Oui? Si on dit qu'à l'état d'équilibre, on n'a pas vraiment un équilibre stable, c'est pas en contradiction directe avec le fait que dans un système isolé, on n'aurait aucun mouvement? Si c'est un équilibre stable, en fait, ça, quantiquement, au sens où la fonction d'onde, enfin, si vous êtes dans l'état 0, vous y restez. Mais on y reste, mais on est dans une situation où on a un mouvement. Non, il n'y a pas de mouvement. Alors, très important, il n'y a pas de mouvement. La fonction d'onde ψ0 de x et de t, c'est ψ0 de x, celle-là,
E puissance moins I oméga t sur 2. Elle ne change pas. Il n'y a pas de mouvement. Mais ce qui est troublant, c'est que même quand on est dans des états excités, il n'y a pas de mouvement non plus. Et là c'est très troublant. Mais alors allons-y. Combien de temps il reste? Oh merde! Bon, alors on complétera la prochaine fois, mais juste quand même, je vous le montre, parce que c'est important. Enfin, je vous montre juste ça. Oui, il n'en reste pas moins que le théorème d'Ehrenfest, il est toujours valable. Donc si je calcule la moyenne de x et que je prends dx sur dt, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moyenne de P sur M. Et si je calcule d sur dt de P, je vais obtenir moins le gradient du potentiel, et je vais obtenir donc moins m oméga 2, c'est-à-dire k, si c'est un ressort, x. La dynamique, elle est là. Ça, c'est vrai, quel que soit l'état psi. Dans le cas de l'état... Donc, la quantité de mouvement, c'est mv, et puis dp sur dt, c'est la force, et la force, c'est moins kx. Ça, c'est le potentiel, il est ce qu'il est. On a un vrai potentiel harmonique auquel est associé en moyenne, donc si vous voulez classiquement, la force qui va bien. Simplement, quand vous êtes dans l'état fondamental, moyenne de P égale 0, et moyenne de X égale 0. Et ça aussi, donc oui, ça aussi, et égale 0 tout le temps. Donc sa dérivée par rapport au temps est égale. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est vrai trivialement. C'est vrai parce que, en fait, c'est comme si vous étiez au repos. C'est normal, c'est l'état fondamental. Donc en fait, vous êtes dans un état qui reste ce qu'il est. Évidemment, vous ne pouvez pas dire qu'il a une position bien définie et un potentiel bien défini. Et une impulsion bien définie. Mais l'état, il reste ce qu'il est. Alors là où c'est troublant, et j'arrête là, c'est que ceci est vrai aussi quand on est dans l'état n. Quand on est dans l'état n, alors qu'il y a une énergie qui n'est pas nulle, c'est vrai quand même que la moyenne de P égale 0 et que la moyenne de X égale 0. Donc eux aussi, ils sont stables. Mais c'est normal, c'est des états stationnaires. Évidemment qu'il n'y a pas de mouvement. Mais il n'y a pas de mouvement au sens, disons, naïf. Et pourtant, il y a de l'énergie. Là, c'est troublant. Alors, on verra ça la semaine prochaine. OK ?